Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler de l'Alaska Airlines 261. Vous savez, de temps en temps dans l'histoire, il y a des accidents qui frappent l'imaginaire public, qui frappent l'aviation, qui frappent l'industrie. Et après on se dit, plus jamais ça, on se dit, nous avons grandi, nous avons changé, nous avons découvert des choses à l'occasion de cette tragédie. L'Alaska Airlines 261 fait partie de ces cas-là. Alors, revenons un petit peu à la genèse de cette tragédie si jointe. Ça arrive le 31 janvier 2000, mais on va revenir 10 ans en arrière. Alaska Airlines, qui était une compagnie au départ créée dans l'après-guerre pour étant une compagnie qui était censée désenclaver l'Alaska, l'État d'Alaska, avait commencé à développer des vues un peu plus globales. Donc, elle commençait à couvrir de plus en plus de destinations, puis à allonger ses lignes de plus en plus loin de son fief historique. Tout se passe bien, elle a une croissance très forte. C'est une compagnie qui est aujourd'hui 1,5 fois plus grande qu'Air France, juste pour vous dire. Elle a une croissance très forte jusqu'au début des années 90. 1991, elle va publier un bilan désastreux avec plus de 100 millions de dollars de pertes. Tout simplement, la dérégulation est passée par là, la concurrence est rude, le prix du siège est tombé à des bas historiques et la compagnie doit survivre. Elle joue sa peau. Donc, que va faire Alaska Airlines? Le management décide de couper ou de réduire les coûts d'exploitation à tous les étages. Un des coûts qu'ils ont dans le collimateur, c'est celui de la maintenance. Ils veulent réduire le coût de la maintenance. Il faut savoir que la maintenance est chère, ça immobilise les avions, ça coûte des heures de travail humain, ça coûte des pièces. Alors au départ, quand on décide de ronger un peu sur la maintenance, il n'y a rien qui se passe, on fait des bénéfices au départ. Mais plus tard, ça se paye très cher. Mais au début, on ne le voit pas. Donc, pour des gens qui réfléchissent à court terme, qui veulent juste voir le chiffre en bas d'une feuille Excel, c'est vrai que la maintenance est une victime idéale. Dans ce cas-là, ils vont commencer à augmenter l'intervalle entre certaines opérations. L'une en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la maintenance qui devait, par ordre du constructeur, on parle d'un avion de type MD-83, donc le constructeur avait exigé que toutes les 500 heures, on aille visiter la vis sans fin du plan horizontal réglable, je vais expliquer ce que c'est dans une minute, et de la graisser convenablement. Alors, le plan horizontal réglable, c'est cette partie-là. Le plan horizontal réglable, c'est ceci. C'est ceci. Il est réglable dans le sens que il est mobile. Il n'est pas vraiment mobile en temps réel, il est réglable. Ça signifie qu'on peut le mettre dans une position. Soit le pilote humain change sa position, soit c'est le pilote automatique qui le gère. Il est géré comment? Il est géré par ce qu'on appelle une vis sans fin. Alors le dispositif est très simple. Imaginez que au niveau du plan horizontal réglable, on a cette tige filetée qui est accrochée au plan horizontal réglable, et on a ce boulon, ou cet écrou plutôt, cet écrou est accroché à un point fixe dans la carlingue de l'avion. Alors, cette tige filetée, à sa tête, elle a 2 moteurs électriques. Quand les moteurs électriques la font tourner dans un sens ou dans l'autre, eh ben, obligatoirement, elle est obligée d'avancer le long de cet écrou qui est fixe. Le résultat net, c'est que le plan horizontal réglable, en fonction de la position de la tige sur cet écrou, est plus ou moins piqué, plus ou moins cabré. Il a un débattement total de l'ordre de 15 degrés. Il permet de faire cabrer l'avion ou il permet de faire piquer l'avion. Ce dispositif-là, qui est très simple, il est dit irréversible, dans le sens où si je tourne comme ceci, je peux créer une force énorme au niveau de l'écrou, mais si je mets une force, aussi forte soit-elle au niveau de l'écrou, je ne pourrais pas faire tourner la tige filetée. Donc en fait, c'est un système dit irréversible. Il y en a beaucoup comme ça dans les avions. Donc, ce système-là, n'est-ce pas, doit être graissé régulièrement. Alors, l'opération de graissage telle que décrite
par le constructeur doit avoir lieu tous les 500 heures de vol. Il faut avoir une plateforme automontante parce que l'empennage du MD83 est très haut, donc il faut monter, ouvrir une porte de visite, dévisser, prendre un pistolet avec une sorte de graisse de couleur rouge et l'injecter sous pression dans le boulon. Après, en mettre tout le long de la tige. Après, aller au cockpit, utiliser des boutons qu'il y a au niveau du manche pour faire tourner cette tige dans un sens puis dans l'autre. Donc, emmener le plan horizontal réglable maximum à cabrer, maximum à piquer plusieurs fois pour distribuer la graisse tout le long. Et revenir régulièrement voir quand c'est parfait, remplir les documents qu'il faut, les signer, faire valider la maintenance par quelqu'un et tout ça. L'opération dure 4 heures. L'opération, d'après le constructeur, elle dure 4 heures. La compagnie Alaska Airlines n'avait pas envie de la faire toutes les 500 heures parce qu'elle voulait réduire la maintenance. Donc, ils ont fait une chose. Ils ont demandé à la FAA, ils ont dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire cette maintenance tous les 8 mois? La FAA a répondu oui. Donc, ils ont passé de 500 heures à tous les 8 mois. 8 mois d'exploitation d'un MD83 chez cette compagnie correspondait de 2000 à 2500 heures. Donc voilà, on a augmenté l'intervalle, on a multiplié l'intervalle par 5. Par la suite, on va avoir un glissement où ils vont faire cette maintenance tous les 26 mois et puis après tous les 30 mois. Ça veut dire qu'on est passé de 500 heures à 10 000 heures. Donc on a multiplié l'intervalle par 20. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On a dégradé la qualité de la maintenance. Ça veut dire que, quand on regarde les documents d'Alaska Airlines, la maintenance qui devait prendre normalement 4 heures, elle prenait 1 heure. Pourquoi elle prenait 1 heure? En fait, elle était extrêmement bâclée. Parce que ils ont commencé à avoir peu de mécaniciens par rapport au travail qu'on leur demandait, donc on leur demandait beaucoup. La qualité individuelle des mécaniciens a baissé par le départ des seniors qui coûtaient cher et le remplacement par des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Et donc le total, c'est que les maintenances étaient mal faites, voire pas faites du tout. Les papiers de maintenance étaient inexistants, falsifiés, disparus, on ne sait pas où ils sont. Donc, on a un double effet. Augmentation des intervalles, dégradation de la qualité des maintenances. Okay. En 1997, nous sommes 3 ans avant la tragédie, il y a un technicien, un des rares qui a encore un peu de conscience professionnelle dans cette compagnie, John Liotin, qui va vérifier le MD83 dont nous parlons aujourd'hui. Il monte, il vérifie la tige filetée, il vérifie le boulon, il va trouver quoi? Il va trouver que ce boulon-là, quand on le force comme ceci, il a un débattement de l'ordre d'1 millimètre. Il voit il réalise que les filetages à l'intérieur de ce boulon, parce que, n'est-ce pas, il y a un filetage sur la tige, mais un filetage correspondant, n'est-ce pas, à l'intérieur du boulon, il réalise que ce filetage-là est en partie endommagé et donc il y a un jeu de l'ordre d'1 millimètre. Ça commence un petit peu à bouger, c'est pas super stable, ça bouge. Ici, ce truc-là est neuf et je sens déjà un tout petit mouvement, mais il est très très faible. Mais bien sûr, plus ce dispositif vieillit, plus ça commence à bouger de plus en plus. Le constructeur avait fabriqué cette tige avec un métal, cette tige sur un avion est grosse comme le bras, il l'avait fabriqué avec un métal très solide, le boulon avec un métal un peu moins solide. Ça signifie que quand on a métal contre métal, on prévoit toujours qu'une des pièces va s'user. La pièce d'usure, c'est celle-là, c'est ce gros écrou. Et donc, il était censé être contrôlé régulièrement et changé au moment où il atteint ses limites. Le technicien, je disais, avant de partir, va remplir une fiche de maintenance, dire que voilà ce qu'il faut faire sur l'avion. Durant la nuit, les techniciens arrivent, regardent, ils n'ont pas le temps de faire la maintenance, ils n'ont pas envie de le faire. Ils montrent la demande à leur manager. Ceux-ci vont dire non, refaites une mesure là, refaites une mesure. Ils refont une mesure et au lieu de trouver 1 millimètre, ils vont trouver 0,84 mm. Ouais, c'est pas encore 1 millimètre. Moyennant quoi, ils vont dire que on est en 97.
Non, la maintenance ne doit pas avoir lieu. Il l'annule. Il l'annule, déchire le document, le met de côté, et c'est terminé, et l'avion revient en exploitation. Ok. Bien sûr, M. Lyautine se fâche, parce que ce n'était pas la première fois qu'il voyait des irrégularités lors de la maintenance. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait que les choses ne se faisaient pas dans les règles de l'art. Il va faire quoi? Il va faire ce que tout homme doté d'une conscience normale fera. Il va contacter la AFA. Ça signifie qu'il va contacter l'autorité qui supervise l'aviation aux États-Unis, l'équivalent de la DGAC en France. Il les contacte, il va de son rapport, explique ce qui se passe. Et bien sûr, Alaska Airlines se fâche. Les managers montent au créneau. On l'accuse d'être incompétent, on l'accuse de mentir, de salir la réputation de son employeur. On dit même qu'il est aigri, qu'il aurait passé une promotion. Et que, bon, voilà, il veut se venger de nous, il raconte n'importe quoi, le gars. Il est complètement cassé. En 99, il est à la maison, il ne travaille pas, il est payé, ils n'ont pas pu le virer, ils n'ont pas pu juste le virer comme ça, mais il n'a plus le droit de s'approcher des avions. C'est un homme auquel on ne fait pas confiance. Alors, plus rien, à ce stade, ne s'oppose à la tragédie. Les autorités ne font rien, le management de la compagnie est intéressé que par le profit et intéressé que par des objectifs de réduction des coûts qui font que les uns et les autres obtiennent des bonus quand les coûts sont réduits, classique. Et les avions volent, hein, on n'a pas de crash, hein, tout va bien. Hein, je veux dire, monsieur Lyautine, les avions ne sont pas en train de tomber du ciel, n'est-ce pas? On a des opérations, on a des passagers, tout va bien. C'est un peu ce tout va bien des corporates. Hein, il y a une catastrophe qui est en train de... qui est en arrière-plan, qui se prépare, mais pour la corporate, tu vois des morts. Je veux dire, bon, voilà. 31 janvier 2000, Puerto Vallarta, début d'après-midi, nous sommes au Mexique. Le MD-83 dont nous parlons, pour lequel cette maintenance a été annulée 3 ans auparavant, décolle avec 88 passagers à son bord. Lors de la montée au niveau 310, ils ont reçu l'autorisation pour le niveau 310, niveau de croisière, 31 000 pieds. Ils ont fait à peu près les 2/3 de leur montée, ils sont vers le niveau 200 et quelques, 200 et des poussières. Et soudainement, le pilote automatique se débranche. Petite alarme, il l'arrête, et il y a une autre alarme qui dit plan horizontal réglable. Le pilote automatique, comme il travaille sur le plan horizontal réglable, il le gère tout le temps, tout le long du vol, cette tige n'arrête pas de tourner un peu. S'il y a une hôtesse de l'air avec son chariot qui est à l'avant et qui part à l'arrière, le boulon va tourner. Cette tige va tourner. S'il y a des turbulences ou autres, elle va tourner tout le temps, sans arrêt, tout le temps, tout le long du vol. Et en fait, le pilote automatique a des boucles de contrôle. Quand il fait tourner la tige, il s'attend à obtenir une réponse. Comme il n'obtient pas de réponse, ses circuits internes disent il y a un problème, il lâche l'affaire. Les pilotes humains prennent l'avion en main, et là ils remarquent qu'il a tendance à piquer. Ils remarquent qu'il y a une forte tendance, que le manche a tendance à partir, qu'il a tendance à vouloir piquer. Donc ils le maintiennent un peu par la force, ils le tiennent comme ça. Et tout pilote humain dans une situation pareille veut faire quoi? Veut utiliser le trim de profondeur pour essayer de soulager, donc pour essayer de rééquilibrer l'avion. Quand ils utilisent le trim de profondeur, il n'y a rien qui se passe. L'avion reste lourd et ils voient sur un indicateur, il y a un ampèremètre dans l'avion qui montre qu'il y a du courant électrique qui passe dans les moteurs. Chaque fois qu'ils appuient sur le bouton, ils voient que les moteurs reçoivent un ampérage. Donc il y a du courant qui traverse les moteurs. Sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Physiquement, il n'y a rien qui se passe. En fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'à l'arrière de l'avion, tout à l'arrière, dans l'empennage, quand ils appuient sur le bouton, la tige est en train de tourner. Elle tourne effectivement. Elle a 2 moteurs et elle tourne, il n'y a pas le choix. Par contre, comme ce boulon-là n'a quasiment plus de filetage, il est littéralement presque lisse à l'intérieur, la tige n'avance pas. Alors il lui reste quelques petites dents, à peine quelques aspérités qui le maintiennent pour qu'il ne sorte pas,
mais il est sur le point de partir. Ils décident de faire quoi? Ils se disent, bon, on continue le vol en manuel. Donc, ils continuent le vol en manuel, ils montent à leur altitude de croisière, tiennent l'avion par la force un petit peu, et puis ils continuent. À un moment donné, ils arrivent au large de LA, Los Angeles, et puis ils commencent à contempler l'idée d'arrêter le vol là, de se dire, on atterrit à LA, on va pas aller jusqu'à San Francisco, qui est plus au nord, on atterrit à LA et puis on fait contrôler tout ça. Les pilotes n'aiment pas ce qui se passe. Le commandant de bord prend la radio et appelle le dispatch à Seattle, en leur disant, écoutez les gars, on a un petit problème, on a essayé tout, on a essayé de dépanner, on a appuyé, parce qu'ils n'ont pas arrêté d'appuyer dans un sens et dans l'autre, hein, sans arrêt, durant le vol, pour essayer de débloquer ça. Ils disent, ça ne marche pas, nous pensons faire un atterrissage de précaution à LA. Voilà, nous sommes au large de LA, on peut y aller, on atterrit et on regarde. Le dispatcher cherche à les dissuader, en leur disant, écoutez, on a des retards de plusieurs vols aujourd'hui, un flot de passagers, on a des passagers en correspondance, c'est très ennuyeux si vous atterrissez à LA. Le pilote, le commandant de bord, sent de la pression. Même si le dispatcher ne va pas directement lui mettre la pression, mais il va lui dire, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est votre choix, c'est votre décision. Si vous pensez que c'est mieux d'atterrir à LA, ben atterrissez à LA, moi je peux rien vous dire, mais vous êtes libre, n'est-ce pas? Mais prenez tout en considération, réfléchissez bien à ce que vous faites, assurez-vous que vous avez tous les éléments, hein, que vous avez pris la bonne décision. Ok. Quand le commandant de bord raccroche avec lui, le copilote va tout de suite lui dire, ils vous mettent sous pression, n'est-ce pas? Ok. Donc l'équipage sent qu'il a été mis sous pression. Beaucoup de maîtres chanteurs finissent leur phrase par « Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. » D'accord? Moi, je vous impose rien. Okay? Donc, le commandant de bord qui avait l'idée d'atterrir à LA, soudainement, doute de lui-même. A envie d'avoir des billes en main. Pourquoi? Parce qu'il sent que s'il atterrit, il sait que c'est la bonne décision à prendre. Mais il sait que s'il va atterrir, il devra rendre des comptes. Il devra expliquer à quelqu'un. Et pour que cette explication passe, il va falloir avoir des billes en main. Ça signifie des arguments, qu'elles soient justifiées. Donc, il va faire quoi? Il va devoir faire des tests. Donc, il dit au copilote, écoute, on va faire des tests. On va opérer, on va prendre on va aller sur le petit switch qu'il y a sur le manche et on va essayer d'appuyer, n'est-ce pas, et faire tourner cette tige, tourner jusqu'à ce qu'elle se débloque à un moment donné. Sachant que c'est une tige, dans le boulon ici, dans l'écrou est complètement ruiné, il n'y a plus de graisse du tout ici, et elle est finie, mais eux ils ne le savent pas. Mais ils suspectent qu'elle a un problème, mais ils ne savent pas réellement c'est quoi le problème. Alors, ils commencent à appuyer sur le petit bouton, le moteur électrique tourne, il mouline dans le vide, et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, l'écrou saute de plusieurs, cet écrou qui ne tient presque plus sur la tige filetée, saute brutalement jusqu'à l'extrémité, et l'avion fait quoi? L'avion fait ceci. Ça correspond, le mouvement que fait le plan horizontal réglable, correspond à un piqué, et l'avion fait ça, et il pique à la verticale. Et il va tomber verticalement, de son altitude de croisière. Donc il tombe verticalement. Le copilote prend la radio, il gueule un bon coup sur la fréquence en disant « Nous sommes en train de tomber ». Alaska 261, we are in a dive here. Alaska 261, say again. Vertical pitch. Alaska 261, say again, sir. Yeah, we're at 26,000 feet. We are in a vertical dive. Not a dive yet, but we've lost vertical control of our airplane. Alaska 261, Roger. Et les deux pilotes commencent à tirer sur le manche comme des malades de toute leur force. Et progressivement, l'appareil commence à répondre, progressivement. Et ils arrivent à le choper, à le stabiliser vers 22 000, 23 000 pieds. Ils arrivent à le stabiliser. Plus ou moins, à le contrôler. Ils ont perdu 7000 pieds en 80 secondes. Ils sont tombés
comme une pierre. Les pilotes sont terrifiés, les passagers aussi. L'avion leur a échappé, mais alors complètement. Depuis qu'ils ont décollé du Mexique, ils remarquent qu'il y a des choses bizarres avec. Là, ça va crescendo, et là, on atteint quelque chose d'absolument terrifiant. Ils ont piqué verticalement vers l'océan. Ok. Ils font quoi? Ils rappellent le contrôleur en disant « Écoutez, l'avion nous a échappé, on en a perdu le contrôle, n'est-ce pas? Mais c'est bon, on est stable au niveau 240, on veut atterrir, mais avant d'atterrir, on va faire des tests. » Ça signifie qu'en fait, les pilotes considèrent qu'ils n'ont pas testé assez. Ils considèrent qu'il faut pousser les tests plus loin. Donc, ils décident de ralentir l'avion. Donc le commandant va dire, écoute, on ralentit l'avion, et puis on va faire des tests, voir s'il est contrôlable, et puis voir si on ne peut pas encore débloquer cette chose. Okay. Là, on n'est plus dans une application de procédure, ou de checklist, ou autre. On est juste dans une forme d'acharnement, on est dans une forme de hargne, à vouloir régler le problème en vol. Alors, ils informent les passagers, ils leur disent, écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes désolés un petit peu du contretemps et du piqué que vous venez de voir. La situation est sous contrôle, on atterrira dans 20 à 30 minutes, on sera au terminal dans 20 à 30 minutes. En attendant, on veut faire 2-3 tests pour régler le problème. Le test qu'il a envie de faire, le commandant de bord, et ça il l'a inventé sur l'instant, c'était de faire du 0G. Ça signifie en fait faire ça, faire piquer l'avion, n'est-ce pas? Faire piquer l'avion pour essayer de réduire la charge, n'est-ce pas, sur l'appareil. Essayer de réduire la charge sur l'appareil et espérant, au moment où il a 0G, espérant appuyer encore sur le bouton pour essayer de régler le problème. Depuis le début, depuis le décollage au Mexique, il aurait pu atterrir avec le problème. Il aurait pu atterrir. D'ailleurs, il a volé pendant plus de 2 heures avec le problème. Donc il aurait pu juste arrêter de toucher et aller atterrir. Mais non. Il ne veut pas faire ça. Il veut le régler. Donc, il dit au copilote, le copilote, il ne touche pas. Il ne touche plus au trim. Il ne touche plus au bouton qui fait tourner la tige. Mais il dit non, t'inquiète pas, on va y aller, on va le faire, on va le débloquer. Puis finalement, doucement, le copilote se range un petit peu, peut-être à contre-cœur, à son opinion, en disant d'accord, mais on y va mollo. D'accord, t'inquiète pas, on y va mollo. Ils sortent les volets, tout ça. Puis après, ils poussent sur le manche. Hein. Ça, c'est 10 minutes. Nous sommes 10 minutes après le piqué initial. Donc, ils poussent sur le manche et ils l'appuient encore une fois sur le boulant. Il faut savoir que lors du dive, lors de la plongée verticale qu'ils ont eue, le boulant avait pratiquement fini sa course au niveau de la tige filetée. Hein, ce écrou, il avait fini sa course, il était à la fin de celle-ci, était maintenu juste par une sorte de stop mécanique, par une sorte de blocage mécanique qui le maintenait. Mais ce stop mécanique est très faible, hein, c'est juste un petit stop mécanique qui n'a pas vocation, on va dire, à être une sorte de secours ou à bloquer le boulant ou à l'empêcher de sortir. Donc il tenait à peine, à n'importe quel moment il pouvait sauter. Il pousse sur le manche, n'est-ce pas? Ils poussent sur le manche, provoquent leur fameux 0G, appuient sur le bouton pour faire tourner la tige, ils tournent la tige. Cette fois-ci, c'est la séparation. Cette fois-ci, la tige se sépare. Le plan horizontal réglable arrive au maximum de son débattement à piquer et va plus loin. Parce que cette fois-ci, il n'a plus de mécaniquement, il n'est plus retenu par rien. Il a juste un axe de rotation, donc il tourne comme ça. Et l'avion fait quoi? L'avion en même temps part complètement en piqué cette fois-ci. Et après, il commence à piquer vers l'océan. Donc, il y a plusieurs pilotes qui volent dans cet espace aérien qui est assez fréquenté. On est en plein jour. Ils voient l'appareil. Il y a un échange radio entre ces pilotes, plusieurs vols et le contrôleur aérien de LA, qui avait donné un bloc d'altitude à leur demande. Il avait donné un bloc d'altitude entre le niveau 200 et 250 à ces pilotes pour qu'ils puissent faire leurs tests, leurs expériences. Et en fait, là, les pilotes sont en train de l'appeler en disant « il est en train de s'écraser ». LA Delta X, we do have that airplane quite high and up at 1 o'clock. 0 Delta X,
X-ray. Right? Just kind of keep your eye on him. He's having some pretty bad problems up there right now. As far as we know right now, he doesn't have any intent to go below 17,000, but keep your eye on him, okay? Will do, Delta X-ray. Thanks. Hi, 0 Delta X-ray. That plane has just started to do a big, huge plunge. A big, huge plunge. Thank you. SkyWest 5154. The MD-80 is one becoming about 2 o'clock, about 10 miles now. Another pilot reports he's really looking pretty bad. They're heading to your right. Do you see him? Yes, sir. I concur. He is definitely in a nose-down position, descending quite rapidly. Okay, very good. Keep your eye on him. Alaska 261, are you here with us yet, sir? Plane's inverted, sir. Okay, very good. It looks like he's turning over in front of you now, SkyWest 5154. You still got your eyes on him, sir? There is a sight. He definitely out of control. Okay, very good. Yeah. Yeah, he's inverted. Okay. And he's just hit the water. Yes, sir. He hit the water. He's down. Okay. Ils disent qu'il a perdu le contrôle, il est en train de tomber verticalement. Oui, monsieur, on le voit, il s'approche de la mer. Là, il est sur le dos. Et puis après, certains messages arrivent en disant c'est fini. C'est fini, il s'est écrasé en mer. Donc ils l'ont vu s'écraser en temps réel. À l'intérieur, les pilotes se battaient pour rattraper l'avion. À un moment donné, quand ils l'ont mis sur le dos, ils espéraient quand même le stabiliser sur le dos, mais c'était peine perdue. Hein. Une fois que la profondeur est perdue dans un avion, c'est incontrôlable, c'est pas récupérable. Les passagers voyaient leur chute arriver par les hublots. Les avocats de la partie civile qui ont écouté le CVR, l'enregistreur de vol, ils parlent d'une écoute particulièrement éprouvante. Ils parlent d'une expérience très difficile. Et donc, l'avion a fini par taper contre la mer, tuant 88 occupants. Et la compagnie Alaska Airlines a payé, c'est plutôt son assurance qui a payé, pas elle-même, $300 millions aux victimes. John Liotin, le technicien qui avait été mis à pied, a reçu $1 demi-million de compensation. La compagnie a reçu aussi $44 000, c'est ce qu'elle a payé elle-même, d'amende de la part de la FAA. Donc elle a payé à la FAA $44 000 d'amende. La tige, cette tige-là, coûte $80 000, juste pour vous situer. Donc l'amende n'est même pas la moitié du prix de cette tige-là. Cette tige a été remontée, a été retrouvée. Et quand elle a été retrouvée, quand on voit les photos, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a enroulé un fil de fer autour. On voit une sorte de fil autour. Alors ce fil de fer, c'est quoi? C'est en fait le filetage, c'est le filetage de l'écrou. C'est le filetage de l'écrou qui a été finalement arraché. Et puis, il a fini autour de la tige. L'écrou a été retrouvé, il a été coupé en deux et photographié. Il est lisse à l'intérieur. Il est lisse. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'aspérité dessus. Un truc aussi qu'on constate, c'est que même si on admet qu'en 97, Alaska Airlines, le technicien, était correct en mesurant pas 1 mm, mais 0,84 mm, comment ça se fait que 3 ans plus tard, cet écrou n'avait pas été encore changé? Comment ça se fait que 3 ans, ça n'a pas été évoqué par l'enquête, mais ça frappe quand on lit le rapport d'enquête. Parce que l'avion avait 8 ans d'âge en tout. 8 ans. Ça signifie, il a mis 5 ans pour littéralement arriver à 84% de dégradation de l'écrou. Comment se fait-il que 3 ans plus tard, l'écrou n'avait pas encore été changé? Vous voyez, donc même si on suppose, même si on va loin et on affirme qu'ils avaient raison d'annuler la maintenance en 97, hein, juste pour l'argument, ils n'avaient pas raison, mais juste pour l'argument, on voit que, ok, vous aviez 0,84 mm en 97, mais alors pourquoi vous aviez combien en 98? En 99, vous aviez combien? D'accord? Donc c'est clair qu'ils ont ignoré à dessein
Ils ont ignoré la maintenance pour pouvoir réduire les coûts, réduire l'immobilisation des avions. Et voilà, ça a coûté la vie à 88 personnes. Alors, ça fait partie de ces vols où on dit, on a découvert, on sera plus les mêmes et tout, mais finalement, on a payé 88 personnes, n'est-ce pas? On a payé 88 personnes, la vie de 88 personnes, pour découvrir des choses qu'on connaissait déjà depuis le Moyen-Âge. Parce que métal contre métal, sans graisse, même dans les anciennes charrettes, ça se faisait pas. Même dans les charrettes qu'on tirait avec des ânes ou des bœufs, on savait qu'il fallait mettre de la graisse de canard ou de n'importe quoi sur le métal qui frotte contre le métal pour éviter qu'il ne se détruise. Il faut écraser un avion au large de LA en 2000 plutôt, en tuant 88 personnes pour nous dire qu'on a appris. D'accord? C'est assez ahurissant des fois l'aviation, ce qu'on nous raconte. Oui, on a écrasé, mais on a appris. Ben heureusement que vous ayez appris. Ça aurait été le crampe si vous n'avez rien appris. N'est-ce pas? Mais bon. Juste pour vous dire que il ne faut pas trop écouter ces histoires quand on vous dit oui, il y a un avant, il y a un après, on a évolué. Non, on n'a pas évolué du tout. On sait comment faire voler les avions depuis très longtemps, il y a des règles. Quand on ne respecte pas les règles, tôt ou tard ça se paye. C'est tout, aussi simple que ça. Et après, toute découverte et tout, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Ok mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et on se retrouvera une autre fois.